Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sama. Bonjour Greg. Comment tu vas aujourd'hui? Bien. Ce podcast, il parle de santé mentale, il va parler de soins au travail. Quand tu évoques le sujet du soin au travail, à quoi ça fait référence chez toi? Ça fait référence aux soins tout court, parce que notre cerveau ne fait pas de différence entre notre santé mentale et nos besoins de soins, ou ce qu'on est capable de donner comme soins dans un lieu donné. Il n'y a pas de différence entre le travail, la famille, l'organisation urbaine. Notre santé mentale, elle est modelée et influencée par toutes les expériences que nous vivons. Et donc je ne vois pas pourquoi et comment on devrait traiter le soin et la santé mentale d'une manière différente au travail. Nos besoins sont fondamentaux, ils sont exprimés dans tous les lieux que nous traversons. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la mise en place de tous ces Chief Happiness Officers? Parce qu'en fait c'est vraiment une réalité au travail. Alors il y a plusieurs niveaux qui font que pour moi cette chose est problématique. Donc le premier niveau, c'est notre compréhension de ce que c'est nos besoins humains. Et du coup, une fois qu'on a compris quels sont nos besoins, la question c'est est-ce qu'ils sont assouvis dans ce lieu en particulier? Et puis, comment faire pour répondre à l'enjeu s'ils ne sont pas assouvis? Et je crois qu'il y a des failles à tous les niveaux. À tous ces niveaux. Donc la première faille, c'est de penser que ce qui fait que je vais mal au travail, c'est que j'ai beaucoup de travail. Donc ça, c'est un peu, quand on pense d'une manière un peu populaire de ce que c'est le burn-out, on a l'idée de voir un bureau avec beaucoup de fichiers, beaucoup de dossiers, et qu'on est dépassé par la quantité de travail qu'on nous demande, ce qui peut être une raison. Comme ça peut être le burn-out vécu par une personne qui s'occupe d'une famille, par exemple, et qui a beaucoup de choses à faire et qui n'arrive pas à gérer. Donc oui, ça peut être une raison du burn-out, mais il n'y a pas de différence entre avoir beaucoup de travail et ne pas avoir beaucoup d'autonomie, ou ne pas avoir beaucoup de clarté dans le rôle que j'ai. Ça veut dire que l'incertitude et le manque de reconnaissance peuvent causer pour le cerveau humain la même tension que avoir beaucoup de travail. Et ces trois tensions sont aussi semblables à une blessure physique. Donc, quand on tombe malade d'un harcèlement moral, on tombe réellement malade parce que le cerveau ne va pas faire une différence avec une attaque à mon intégrité physique et une attaque à ma dignité humaine. Et donc, une fois qu'on a compris la sévérité des besoins psychologiques et socio-psychologiques que nous avons, donc, du coup, la question, c'est comment on peut rétablir ces besoins, et donc en donnant des environnements de travail où il y a reconnaissance, où il y a transparence, où il y a confiance, où on n'est pas jugé dans notre personne, où l'erreur elle est tolérée, où notre façon de faire elle est acceptée. Et donc en fait c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas qu'on tombe dans les pansements. C'est de la même façon que si vous saignez de quelque part et que je vous donne un pansement sans me demander qu'est-ce qui vous a blessé et sans savoir si cette blessure est infectée, c'est très mauvais. Donc le Chief Happiness Officer, ça va être un peu avoir le même rôle que ce pansement. C'est-à-dire que si je n'ai pas regardé ce qui t'a blessé psychologiquement et si je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que cette blessure se reproduise, donc je serai en train de donner un pansement. Ça ne s'arrête pas au Chief Happiness Officer. C'est aussi la question de toutes les animations qu'on va mettre autour de la santé mentale, que je vais te donner une ruche d'abeilles, ou je vais te donner un baby-foot, ou des cours de yoga, ou de méditation, et toutes ces idées, comme quoi ça va faire que tu vas mieux, alors qu'en fait que ça ne vient que penser, voire peut-être pas du tout d'ailleurs. C'est-à-dire que si c'est pas la façon avec laquelle tu vas bien, ça n'aura aucune incidence sur ta santé mentale, voire pire. Ce que tu disais tout à l'heure, le cerveau ne fait pas la différence, ça me fait penser à cette série, je ne sais pas si tu la connais, qui est sortie là récemment, et qui permet, en fait c'est de la science-fiction, et en fait ils font une opération dans le cerveau qui permet de différencier le temps que tu es au travail
Il y a une sorte de puce géolocalisation et le temps où tu es à la maison. Et du coup, en fait, tu ne te souviens pas de ce qui se passe à la maison quand tu es au travail et tu ne te souviens pas de ce qui se passe au travail quand tu es à la maison. Et en fait, donc c'est une dystopie, hein, comme tu peux l'imaginer. Et effectivement, ça montre les limites de cet exercice de vouloir scinder les deux. Alors, oui, déjà, donc on ne peut pas scinder les deux parce que le cerveau ne fait pas de différence, mais aussi ce qu'on emporte avec nous de charge mentale des deux lieux n'est pas séparable. Et on ne peut pas imaginer que si je suis écrasée au travail, je sors et je retrouve mon estime de moi. Donc c'est complètement la répétition de ces petits traumatismes quotidiens. Déjà, si je prends un rongeur et je le stresse tous les jours, au bout d'un moment, on est dans ça, c'est vraiment un protocole de stress. Au bout d'un moment, le rongeur, il est dans ce qu'on appelle une défaite sociale. Et c'est des petits traumatismes quotidiens. Un jour, je bouge la cage. Un jour, je lui mets une petite sciure avec une urine d'un autre mâle. Donc, je le stresse petit à petit. Et tout est supportable. Mais c'est la répétition et la fréquence de ces petits traumatismes qui finissent par rendre ce rongeur complètement en défaite sociale, en dépression, en anédonie, on n'a plus d'intérêt. Et c'est ce qui peut se produire aussi si je suis dans un environnement qui micro-agresse quotidiennement. Et donc, je peux finir par être dans la totalité de ma santé mentale en défaite sociale. Et donc, c'est quelque chose qui est donc, quand j'entends santé mentale, ce que j'espère entendre, c'est la prévention avant le soin. C'est-à-dire qu'il y ait une prévention en permettant que les environnements soient sains et alignés avec les besoins humains. Alors tu disais, tu parles beaucoup des besoins humains. C'est quoi, qu'est-ce que tu appelles les besoins humains? Moi j'en ai quelques-uns en tête, oui. Par mon expérience de marketeur, parce que tu vois, moi j'ai l'idée de qu'est-ce qu'un consommateur recherche. Et à mon sens, c'est pas vraiment très différent de ce qu'un humain recherche de manière générale en réalité. Mais j'aimerais bien avoir toi ta définition. C'est quoi les besoins humains? C'est quoi les besoins fondamentaux? Alors, on peut dire qu'en évoluant, l'espèce, pour que l'espèce survive, on peut imaginer qu'on a évolué pour conserver certaines propriétés qui font qu'on est une espèce qui a survécu. Et donc, entre autres, notre besoin d'exploration, notre besoin de compétences, par exemple, parce que plus on explore et plus on prend en compétences, plus on est privilégié pour survivre. Nous avons un besoin d'autonomie, nous avons un besoin de reconnaissance parce que ça me permet de voir que tu me vois, donc j'existe pour toi. Et donc, ce qui peut s'apparenter au besoin de statut social, chose que les marketeurs comprennent très très bien. Ça ne veut pas dire que ces besoins ne peuvent pas être aussi déconstruits et reconstruits par notre expérience de vie. C'est-à-dire que si on prend trop au sérieux notre besoin de statut, c'est-à-dire que je veux toujours dominer, par exemple, dans une chose qui n'est pas complètement réelle, on peut jouer aussi de ce besoin, sauf que au moins, je ne veux pas que tu viennes menacer ce besoin. C'est-à-dire que oui, ok, je ne veux pas te dominer, mais ne viens pas me dominer non plus. Est-ce qu'on est attaché aux certitudes? Oui, on a un besoin de certitude parce que j'ai besoin un peu de clarté, mais est-ce qu'on ne peut pas jouer aussi de ce besoin et tolérer l'incertitude, ce qui fait d'ailleurs, c'est un principe de la créativité. J'ai besoin d'être tolérant à l'incertitude pour que je puisse sortir des chemins battus. Et par contre, j'ai besoin d'être dans une sorte de sécurité émotionnelle dans lesquelles où l'environnement de travail ne menace pas ses besoins. C'est ça qui va me permettre que j'explore, que j'expérimente, que je vais même contre ma nature en quelque sorte, et sans tomber dans une forme de réductionnisme biologique où je vais te dire tel centre dans le cerveau il fait ci ou il fait ça, et un peu ce qui est une tendance moderne, c'est de dire voilà, il y a telle partie du cerveau qui serait elle à l'origine de nos problèmes et tout ça. Donc en fait le cerveau humain il est très complexe, et notre trajectoire et la reconstruction et déconstruction de ce qui est notre propriété et besoins fondamentaux et intimes et singulières. Donc je peux accorder de l'importance à la reconnaissance, comme je peux ne pas du tout la chercher au travail. Je peux aussi m'émanciper ailleurs. J'ai droit aussi de ne pas me réaliser au travail. Alors, est-ce que la réalisation de soi, c'est un besoin? Oui, peut-être pas. Peut-être que je n'ai pas envie de me réaliser, et encore pas qu'au travail. Et donc, il y a toutes ces injonctions au bonheur au travail sont aussi, c'est comme s'il y avait un seul Graal à atteindre, qui est donc la satisfaction et le bonheur au travail. Bon non, par contre, j'ai le droit humain fondamental de ne pas être exclu, dominé, jugé.
par les personnes avec qui je partage plusieurs heures de ma journée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans cette histoire de bonheur au travail qui est que, enfin, une des grosses argumentations chez les Chief Happiness Officers, c'est aussi les gens qui sont heureux travaillent plus. Donc en fait, il y a une logique de productivité derrière. Est-ce que ça, c'est pas aussi un des, j'ai plus le terme en français, mais pitfall de cette manière d'envisager les choses? Alors oui, enfin déjà, le souci à la base, c'est une injonction à la productivité, ce qui peut se faire par un Chief Happiness Officer, ce qui peut se faire aussi par toutes les mesures que l'on prend. C'est-à-dire que si je te donne une prime, c'est aussi pour que tu puisses rester productif. Donc en fait, oui, ça c'est l'objectif implicite des fois et explicite d'autres fois, mais au moins il n'est pas hypocrite quand on prétend qu'on te rend heureux. Alors, est-ce que tu es plus performant quand tu es en stabilité émotionnelle? Oui. Oui, bien sûr. Enfin, on est plus disponible, je veux dire. On est plus disponible au niveau de nos capacités cognitives et intellectuelles quand on n'est pas menacé. C'est-à-dire, bien sûr, donc dans l'intérêt de tout le monde. Que ça soit un travail, d'ailleurs, dans une entreprise dans laquelle je veux que tu sois productif pour que moi, j'augmente ma fortune, ou que ça soit dans une ONG dans laquelle j'ai besoin que tu sois disponible pour que tu puisses mener ton travail. Donc, on a tous intérêt à ne pas user des capacités mentales des autres, ce qui nous permet d'être plus présents, plus créatifs, indépendamement de l'objectif. De ce que tu es en train de faire. Donc en fait, je ne vais pas hiérarchiser les types d'entreprises, parce que je ne crois pas non plus aux entreprises à mission. Et du coup, ça on peut couper. Mais ce qui est l'illusion ou le mythe, c'est que pour te rendre heureux, je vais te donner ces petits pansements, ces animations qui vont faire que tu vas bien, alors qu'en fait, tu peux te sentir encore plus coupable de ne pas aller bien si on t'a offert toutes ces... donc ça peut être comme une forme d'instrumentalisation du bonheur, comme voilà, parce qu'en fait tu as tout ce qu'il te faut pour être performant et pour être productif, et donc ça nous renvoie à la responsabilité individuelle de la santé mentale, ce qui est aussi un autre mythe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller bien ou mal d'une manière détachée des liens que nous avons aux autres qui nous entourent. Et donc s'il faut questionner, alors il y a quelque chose en psychologie qu'on appelle les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Et les motivations intrinsèques, c'est quand je prends du plaisir de l'action même. C'est-à-dire qu'en fait, la récompense, je l'obtiens de l'action même, d'une manière donc interne à l'action. Par exemple, je suis en train de cuisiner et je prends du plaisir à faire ce plat. Il n'y a pas quelque chose qui sort de ce moment-là. Donc ça, c'est en quelque sorte ce qui est décrit par beaucoup de psychologues comme étant l'état de productivité le plus optimal, parce que nous sommes libérés de soi, en quelque sorte, et libérés des injonctions extérieures. Et quand c'est une motivation extrinsèque, ça veut dire je suis en train de faire quelque chose pour obtenir un statut social ou pour obtenir une prime. Donc en fait, tu n'es pas bien parce que la motivation ne vient pas de l'intérieur de l'action que tu es en train de faire. Et ce qui fait que je peux rentrer dans cette motivation intrinsèque, c'est quand je n'ai pas moi, j'ai des injonctions extérieures, et plus je peux vivre cet état-là. Et j'ai le droit de ne pas le vivre au travail aussi. Et j'ai le droit de ne pas de travailler pour un salaire et de ne pas donc trouver le flow au travail. Tu parlais tout à l'heure d'autonomie, ça me fait penser à cette discussion qu'on avait eue ensemble sur les écrits de Cynthia Fleury. Et je crois que c'est vachement important parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens beaucoup encore d'entreprises, de leaders de boîtes, qui pensent que prendre soin des salariés, c'est de mettre un baby-foot, des cours de yoga, des cours de méditation pleine conscience, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que Cynthia Fleury défend cette histoire d'autonomie? Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu?
Alors voilà, si je ne crois pas à ces solutions, déjà c'est parce que c'est déconnecté des vraies problématiques. Ça veut dire que je sais pas, il y a un couteau qui t'a blessé et moi je t'amène un gâteau. Tu vois, au lieu que je te dise c'est où le couteau, qu'est-ce que c'est le couteau et pourquoi le couteau est présent là où tu étais et est-ce qu'on ne devrait pas faire quelque chose pour que le lieu soit plus sécurisé. Et donc en fait, c'est en ça que je trouve que c'est déconnecté. La première raison, c'est que c'est déconnecté, donc il est extrinsèque aux problématiques que les employeurs peuvent vivre. La deuxième raison, c'est que ça crée cette notion, ce mythe selon lequel on guérit tous de la même façon. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui trouvent du bien dans ces outils? Si. Moi, si je pratique le yoga et que si c'est quelque chose qui fonctionne pour moi et que c'est présent dans mon lieu de travail, je vais trouver ça chouette et tant mieux pour moi. Mais c'est peut-être pas le même outil pour tout le monde. Et donc, les gens aussi ont droit de trouver leur propre exutoire de frustration en dehors du lieu de travail aussi, idéalement, parce que c'est quelque chose qui est intime. Ce que je fais pour aller bien ne regarde pas mes employeurs. Et donc, il y a quelque chose maintenant qui fait qu'on s'immisce dans quelque chose qui est très intime, qui est qu'est-ce que je fais pour aller bien ? Et donc, est-ce qu'on a le droit d'imposer à l'autre? Est-ce que nos amis ont le droit de nous imposer leur façon d'aller bien? Est-ce qu'un ami t'oblige à aller courir avec lui dans la montagne en te disant c'est ce qui fonctionne pour moi? Non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve normal qu'on suggère, alors on va dire oui, mais c'est suggéré, oui, mais c'est aussi une injonction, c'est-à-dire viens pratiquer ces activités qui, si tu les fais, normalement, tout est bon, tout devrait. Et puis surtout derrière, on va te dire que si tu vas pas bien et que tu les fais pas, c'est parce que tu les fais pas que tu vas pas bien. Tu peux pas non plus te plaindre que tu vas pas bien parce que tu ne viens pas faire ces activités qu'on te propose. Oui, alors il y a ça, c'est une problématique qui dépasse le lieu du travail. C'est une injonction sociétale en gros, c'est-à-dire qu'on nous propose tellement de choses pour aller bien qu'on finit par croire que si on va mal, c'est parce qu'on n'a pas eu le courage de s'entraîner à faire telle posture de yoga ou à avoir le contrôle de soi qui fait qu'on médite. Et donc ça dépasse, c'est-à-dire que l'idée de sentir que nous sommes responsables de la détérioration de notre santé mentale parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il faut pour notre santé mentale, parce que la santé mentale devient en elle-même un critère de productivité. Donc ça, c'est un problème qui dépasse l'entreprise. Mais dans l'entreprise, ça fait que je sens que je n'ai plus le droit de réclamer une certaine justice dans la façon avec laquelle les environnements de travail sont gérés, parce qu'on me donne tout ça. Donc ça fait que je vais me dire, si je vais mal, en fait, on est en train de me donner quand même des outils pour aller bien et ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire que c'est moi qui suis responsable de ce mal-être. Oui, ça renforce. Alors qu'en fait, pour revenir à ce que Cynthia Fleury a proposé, entre autres, l'autonomie, c'est-à-dire en fait, et alors l'autonomie, il y a aussi la vision parcellaire, c'est-à-dire que si je ne vois pas à quoi sert l'action que je suis en train de faire, et là, je ne parle pas nécessairement du sens au sens large, ça veut dire à quoi sert dans un sens environnemental ou social. Non, mais à quoi sert ce petit geste que je fais? C'est quoi la finalité en elle-même de cette action? Donc, et ça passe par une certaine reconnaissance, par une certaine estime que nous avons pour toute le collectif qui fait un travail donné, c'est est-ce qu'on partage avec eux où est-ce qu'on est, quels sont les objectifs de cette action et donc est-ce qu'ils sont inclus dans les prises de décision. Donc l'autonomie, elle est synonyme de justice décisionnelle en quelque sorte. Ça veut dire que les personnes ont le droit de donner leur avis, ont le droit d'avoir une marge de manœuvre sur les objectifs qu'ils ont à réaliser, mais ils peuvent aussi ne pas vouloir profiter de ce droit. C'est-à-dire qu'on a aussi le droit de ne pas... C'est-à-dire je dois être libre de ne pas être libre si je suis très fatiguée et de ne pas donc avoir non plus l'injonction à l'autonomie. C'est-à-dire que... mais je sais que si je veux proposer une autre façon de faire, c'est bienvenu. Tu parlais tout à l'heure du sens et le fait de trouver du sens au travail. Il y a, j'ai lu une étude, je pense dans la Harvard Business Review, si je me souviens bien, autour du bonheur au travail aussi. Et en fait, ce qui était vachement intéressant, ce qu'il disait, il n'y a pas besoin de trouver
pas besoin d'aimer son travail. Enfin, il y a des gens qui aiment leur travail, déjà, c'est pas disponible pour tout le monde. Et puis, c'est pas une finalité en soi, c'est super ce qui arrive, mais généralement, c'est pas le cas. Et là, finalement, l'idéal, c'est d'arriver à 20% alors c'est une étude, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, de 20% d'un truc que tu fais au travail dans lequel tu trouves du bonheur. Et en réalité, ce que je trouvais intéressant dans l'étude, c'est qu'il disait que, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui trouvent du bonheur dans des choses, ou du sens dans des choses, qui pourtant n'en tombent pas nécessairement. Par exemple, j'en sais rien, ça peut être des trucs qui sont déconnectés de nos réalités, toi ou moi, ou n'importe qui. Mais pour eux ou pour elles, ça va avoir un sens très particulier et du coup, ça va leur convenir. Est-ce qu'il y a ça aussi, cette différenciation? Accepter que parfois, que les gens sont différents aussi à ce niveau-là? Alors, même si j'aime mon travail, ce qui est d'ailleurs une idée un peu, j'ai du mal à la... C'est-à-dire, je peux aimer l'idée de mon travail. Je peux aimer ce domaine. L'objectif, peut-être. Oui, mais je ne me réveillerai pas tout le matin en me disant « j'adore mon travail ». Alors, ça peut nous arriver de temps en temps, mais c'est une illusion de croire que même le métier qui correspond à tes compétences, qui correspond à tes valeurs, qui sont elles-mêmes changeantes, tous les jours, ça va être chouette. Ça aussi, c'est nos attentes par rapport à tout. D'ailleurs, c'est un peu comme si je te dis, je rencontre la femme ou l'homme de ma vie et tout va bien. Tous les jours, c'est chouette. En fait, non. Il y a des jours où c'est pénible. Et il faut garder à l'esprit que dans la lenteur du métier, on passe à côté, en fait, on finit par oublier ce que c'est. C'est-à-dire, moi, j'étais scientifique. Est-ce que j'aime la science? Oui. Est-ce que j'aime le métier de scientifique? Oui. Mais tous les jours, ce que je faisais tous les jours, c'était une répétition de beaucoup de choses qui, finalement, n'étaient pas, pour moi, plaisantes. Et donc, est-ce que ce n'est pas une illusion de croire qu'il y a quelque chose, un chapeau comme ça de sens, que tous les jours, je rencontre à nouveau et tous les jours, je suis émancipée dans le sens de ce travail? Je ne crois pas que, humainement parlant, c'est possible. Donc, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où les mêmes gens que nous aimons, on ne les supporte pas. Et des jours où on ne se supporte pas. Et donc, dans cette complexité de l'humain et du vécu, on va faire quelque chose de l'ordre du compromis. C'est-à-dire que, oui, des fois, on travaille pour gagner notre vie. Des fois, on prend un plaisir incroyable à faire ce qu'on fait. Et des fois, on peut choisir de passer 2 ans dans un métier parce qu'on a besoin d'une ligne sur notre CV. Et les trajectoires sont complexes. Mais du moment où je sais qu'il y a une injonction, qu'il y a des gens qui retrouvent un bonheur incroyable, orgasmique tous les jours d'aller au travail, ça me fait croire que ça existe. Je ne sais pas si ça l'est. Et pour ceux qui le vivent, je pense qu'il faut pas qu'ils le disent à voix haute. Il faut tant mieux pour vous. Je ne sais pas si ça existe, mais ça crée beaucoup de pression et beaucoup d'injonctions, alors qu'en fait, on a le droit de ne pas se réaliser dans nos métiers. Donc cette notion dans ce que tu décris en tout cas, cette notion de trouver du sens au travail, ou avoir un métier qui a du sens, c'est une illusion finalement. Alors, ça existe un petit peu. Je ne vais pas être extrémiste dans ce sens, parce que oui, il y a des métiers qui n'ont vraiment pas du tout de sens. Donc ça, c'est ou des sens qui sont pour nos valeurs complètement contraires. Donc là, ça crée une incohérence qui est difficile de vivre au quotidien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas confondre que le besoin du cerveau de trouver du sens, c'est que ce que je fais, je vois sa finalité. C'est-à-dire, je fais une baguette, je la vois, cette baguette, et je vois, c'est pour ça d'ailleurs que les métiers d'artisans, les métiers trouvent beaucoup de sens, parce que justement, le sens, il est dans le geste. Si je suis éducatrice ou éducateur et que je vois l'apprentissage se faire, j'ai trouvé le sens. C'est pas mon métier d'éducateur qui... Non, c'est que je le vois. Je le vois, ce que je suis en train de faire, il est en train de façonner dans la lenteur du temps. Et ça, c'est le sens. Et ça, c'est un besoin qui est fondamental. On a besoin, l'enfant, quand il joue, il trouve du sens, parce qu'il prend quelque chose, il le jette, il le casse. Bon, voilà, le sens, il est là. Je vois la conséquence de mon acte.
Et ça, si dans le métier, je fais de l'administratif et je signe et je vois pas où ça va et qu'est-ce que d'ailleurs ça peut être présent dans beaucoup de métiers à sens très noble. Si je suis dans une très grande ONG et que nous plantons des arbres et que, je ne sais pas si planter des arbres ça a du sens, mais si j'œuvre pour les valeurs auxquelles je crois, mais que je suis coupée de la réalité de ce qui se passe, eh ben, je vais souffrir de manque de sens. Et c'est ce manque de sens que je pense qu'il faut qu'il y ait une transparence sur les objectifs et sur l'utilité de chacun et sur la valeur du travail de chacun, indépendamment de ce que vous avez comme statut au sein de cette entreprise. Et donc ça rappelle, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé ou si c'est un mythe, mais l'idée que quelqu'un se baladait à la NASA, il voit quelqu'un qui balaye, il lui dit « tu fais quoi ?» Il dit « j'aide l'humanité à aller sur la Lune ». Alors je ne sais pas si ça s'est vraiment produit, mais l'idée c'est que, moi je trouve rien de romantique dans cette idée parce que ça renvoie à l'idée qu'on a besoin d'avoir un objectif super élevé, alors qu'en fait la personne qui balaie, elle peut aussi trouver du sens dans le fait qu'elle balaie et du moment où elle est respectée dans sa valeur humaine de la même façon qu'est respecté le directeur de la NASA. Et alors, naturellement, la question derrière, c'est pour les personnes qui nous rencontrent, qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui sont sans doute managers ou leaders de boîte, comment je fais ça? C'est-à-dire comment j'entends ce que tu décris et je me dis, ok, moi j'ai envie de l'implanter dans ma boîte, j'ai envie d'arrêter les cours de yoga ou d'enlever le baby-foot, mais de vraiment essayer d'aider mes salariés, mes collaborateurs à être dans cette logique. Je le prends par où, par quel bout? Déjà, il faut que ces salariés soient à table quand on pose cette question. Ça veut dire de quoi vous avez besoin. Je pense qu'il y a personne de mieux que les salariés qui savent de quoi ils ont besoin. Alors si tous les salariés veulent de cours de yoga, allez-y. Mais si les salariés ils disent on est dans l'incertitude, on ne sait pas, on est dans l'injustice, on est dans le manque de reconnaissance, on est depuis qu'il y a un nouveau recrue, qu'il y a un super diplôme, on ne considère plus. Oui, ça, du coup, c'est complexe. Il n'y a pas une recette, mais de considérer ces personnes au niveau de leur poser la question. C'est déjà pas mal. Et donc moi j'entends beaucoup parler par exemple des jeunes. Les jeunes, on ne sait pas ce qu'ils veulent, le jeune, la génération et tout ça. Ils sont où ces jeunes? Pourquoi vous ne leur posez pas la question? C'est-à-dire comment attirer les jeunes? Posez-leur la question, c'est quoi vos attentes? Et ça se trouve quand un jeune ou une jeune partagera ses attentes, on lui dira, mais en fait désolé, mais c'est pas possible. Enfin peut-être, c'est-à-dire plutôt que d'être on est entre nous comme si on était une autre espèce et puis il y a les salariés de l'autre côté. En fait, on leur pose qu'est-ce qui vous ferait... Et je pense que le manager ou la manager, elle peut se poser la question, en fait, quels sont mes besoins à moi pour être bien dans la vie? C'est pas différent, c'est la même chose. Cette idée que nous avons des besoins plus sophistiqués parce que nous sommes managers, c'est pas vrai. C'est-à-dire, quel est mon besoin? Moi, j'ai besoin d'être inclus dans les prises de décision, j'ai besoin de comprendre à quoi sert ce que je fais, j'ai besoin qu'il y ait une forme de justice, au moins qui prend la parole, j'ai besoin qu'on me reconnaisse, j'ai besoin de feedback, j'ai besoin de compétences, voilà, c'est les mêmes choses. Je sais pas, ça va pas plus loin que ces besoins qu'un enfant a d'ailleurs, ça n'a pas changé. Et voilà, donc je pense que c'est pas compliqué quand on pose la question aux collaborateurs et collaboratrices. On peut leur suggérer est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui ferait que ça ira bien, et on peut collectivement trouver des solutions sans imposer des injonctions condescendandes. Il y a eu aux États-Unis, on en a beaucoup parlé, un mouvement qui s'appelle The Great Resignation. The Great Resignation. Big Quit. Le Big Quit. Donc beaucoup de gens qui ont quitté leur travail. Alors la culture américaine, le marché américain du travail est très différent du marché français. Néanmoins, on voit aussi en France des secteurs qui ont du mal à recruter, comme les serveurs. Enfin, on en a beaucoup entendu parler. Aux infos, là on voit bien qu'il n'y a pas assez de professeurs, entre autres. C'est des problèmes qui sont plus systémiques aussi en raison de la manière dont on a géré l'éducation, mais le processus pour créer des profs et des médecins. Mais
Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de gens qui quittent leur travail ou qui préfèrent... Alors c'est vrai que si on regarde ce phénomène sur LinkedIn, on a l'impression que c'est une reconversion massive de métiers, de conseils, des diplômés qui sortent des grandes écoles et qui disent « moi j'ai envie d'aller faire des métiers du sens », tout ça. Donc ça peut exister, hein, ça c'est les anecdotes qu'on aime bien raconter, ce qui est pas faux, mais ça ne représente pas les chiffres. Parce que le phénomène, déjà aux États-Unis, concerne les métiers du service, les métiers de la livraison, qui sont des métiers justement extrêmement toxiques pour travailler et extrêmement injuste, c'est-à-dire la quantité de travail et l'effort que tu fournis pour la reconnaissance sociale et la reconnaissance même pécuniaire que tu obtiens n'est pas du tout aligné. Et donc c'est ça qui va mal, hein. Et c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire pourquoi j'irai travailler si je peux aller dans les crypto-monnaies et que je peux ouvrir ma propre boîte ou n'importe quelle illusion j'ai, à côté d'un métier dans lequel je vais me tuer physiquement et obtenir quelque chose qui n'est pas du tout juste, pas du tout aligné. Et donc, justement, le Big Quit, c'est justement une opportunité en or pour qu'on questionne qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas satisfait dans un métier donné. Et donc, tout de suite, ça a été récupéré par du purpose washing, c'est-à-dire que c'est la question du sens, les gens veulent du sens, les jeunes veulent du sens. Tous on veut du sens, en fait. Ça n'a pas... Est-ce que les jeunes ne sont pas plus éveillés sur certaines problématiques environnementales et sociales? Si. Mais nous aussi, on a eu les mêmes besoins. Et les générations passées aussi ont eu les mêmes besoins. Et donc, du coup, c'est peut-être l'opportunité de se dire qu'est-ce qu'il y a dans ces métiers, en particulier, qui est d'une manière exagérée, toxique. Et est-ce que c'est pas la hiérarchie? Est-ce que c'est pas tous ces organisations qui sont très verticales? Est-ce que c'est pas les salaires qui sont pas du tout adaptés, à la quantité d'énergie physique qu'on investit? Et est-ce que dans le métier de livraison, il y a très peu de reconnaissance? Donc en fait, c'est plutôt ces questions qu'on devrait se poser plutôt que la question du sens noble de travail, ce qui est d'ailleurs une vision très condescendante, parce que ça veut dire c'est comme s'il y aurait des métiers qui sont nobles et d'autres qui seront des métiers moins nobles, alors qu'en fait il n'y a pas de métier il n'y a pas de métier qui a plus de sens éthique et moral que d'autres. Et d'ailleurs, dans ce que tu disais tout à l'heure, et j'ai trouvé ça intéressant, parce que je pense que je ne sais pas si tout le monde est bien au courant de ça, d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Mais tu parlais de l'associatif. Et c'est vrai, pour en connaître quand même pas mal, il y a beaucoup de burn-out aussi dans l'associatif, en fait. Oui. C'est pas des métiers, donc c'est des métiers qui ont du sens dans la logique, parce que tu fais ci ou ça, qui sont des, entre guillemets, bonnes actions. Et finalement, le monde de l'associatif, il est beaucoup plus dur et pas si différent de celui de l'entreprise. Oui, je dirais pas plus dur ou moins dur, oui, pas si différent. D'ailleurs, du moment où tu gagnes un salaire, et tu peux dans l'associatif gagner un très très bon salaire, et donc finalement, est-ce que ça veut pas dire que tu es en train de faire, c'est pas parce que tu es dans l'associatif que tu es en train de faire un métier bénévole, hein, dans lequel tu es en train de t'exposer aux maladies infectieuses parce que tu as envie de sauver les gens. De dire cette illusion que nous avons, non, tu peux être dans des associations avec des missions très très nobles, mais toi, tu es assis sur un statut, tout va bien pour toi. Et oui, il y a beaucoup de burn-out dans ces organisations, parce que peut-être que la question du management n'a jamais été sérieusement posée, alors qu'en fait, je peux être dans des... je suis boulanger ou, je sais pas, je livre de la nourriture à des personnes et si ça se passe dans des conditions justes, je trouverai du sens, parce qu'il y a du sens déjà dans ce que je fais. Et donc, quand on veut parler de sens, fait bien aussi qu'on soit authentique dans c'est quoi le besoin du sens du cerveau. On n'a pas besoin d'aller plus loin que la conséquence
de l'action que je fais, dans laquelle je suis dans ma valeur humaine respectée. Et quand je dis que je suis dans ma valeur humaine respectée, ça veut dire que je peux avoir un objectif, je peux répondre à des objectifs différents, je peux avoir des compétences différentes, je peux avoir un rôle dans la société qui est, ça dépend où il se place, mais je ne suis pas jugée dans ma personne. Et ça, c'est quelque chose que les managers peuvent dire. Est-ce que quand je regarde mes collaborateurs, est-ce que je les regarde avec une même estime, je les regarde tous la même valeur humaine. Et ça, ce respect inconditionnel est peut-être la chose dont on a tous besoin, et toutes. Il y a une notion dont tu m'avais parlé, que j'aime bien, que je trouve intéressante, qui est la démission mentale. Et ce qu'on appelle ce qu'on a parlé de burn-out, mais il y a aussi le bore-out. Tu peux nous en parler un tout petit peu, cette notion? Alors, le bore-out, qui vient de boredom, ou l'ennui, et qui est une forme d'épuisement, comme le burn-out ou comme le brown-out. Donc, c'est quand mes compétences ne sont pas sollicitées, en quelque sorte. C'est-à-dire que, alors il y a un chercheur, un psychologue qui a travaillé sur la question de flow. Il s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, et donc il a placé que le flow, c'est quand nos compétences sont au niveau de la difficulté des tâches. Donc ça c'est comme les jeux vidéo par exemple, le jeu va devenir de plus en plus difficile, plus tu gagnes en compétences. Donc ça te permet de rester dans le flow du jeu. Alors si c'est trop difficile par rapport à tes compétences, tu démissionnes parce que c'est trop difficile. Et si c'est trop facile, tu démissionnes aussi. Donc ça, on peut l'observer dans les jeux des enfants, comme on peut l'observer aussi dans notre trajectoire professionnelle, ou d'ailleurs amicale ou amoureuse aussi. C'est-à-dire que si on a fait le tour, il n'y a plus de en fait le cerveau en fait ça je pense que ça revient à notre besoin fondamental de compétences, c'est-à-dire de toujours d'une manière incrémentale augmenter notre compétence, mais en ce qui est faisable. Il ne faut pas que ça soit trop difficile non plus. Et donc si je suis là et personne ne sollicite mes compétences, je ne suis pas challengée, je ne me sens pas grandir. Et donc ça peut mener à un bore-out, qui est extrêmement décrit aux États-Unis aussi, parce que c'est une des raisons majeures des suicides professionnels. C'est-à-dire que le suicide professionnel touche en grand nombre les personnes qui ne sentent que leurs compétences ne sont plus sollicitées. Et donc que soit ils étaient remplacés par l'intelligence artificielle, soit la transformation des métiers fait que tout ce qu'ils ont fait pendant 40 ans n'a plus de sens pour l'entreprise. Et ça peut aussi nous arriver quand on sent qu'on n'est pas utile pour les gens qui nous entourent. Donc oui, ça c'est aussi dangereux que de croire que je recrute quelqu'un et je le mets dans un rôle et je vérifie jamais si cette personne est toujours là une marge de croissance elle-même, c'est-à-dire de grandir, d'apprendre des choses. Et en même temps, quand tu dis ça, ça me fait penser à cette phrase, qui est une phrase assez connue, qui est qu'en fait, les entreprises sont remplies de gens qui arrivent à leur niveau d'incompétence. Parce qu'en fait, ce que tu décris, et c'est compliqué, c'est comment tu fais arriver aux gens, arriver les personnes à cet endroit où leurs compétences sont sollicitées, et en même temps, ils ne sont pas en démission parce que ce n'est pas trop difficile. Mais est-ce que le danger de ça, c'est pas d'arriver au niveau du dessus, c'est-à-dire parce qu'en fait, on est quand même dans les entreprises avec des niveaux où tu grimpes tous les 2 ans, tu changes de poste, etc., où tu vas arriver à ton niveau d'incompétence. Tu vois, où en fait... Stagnation. Ouais, stagnation, mais en fait, on dit... Enfin, en tout cas, en agence, on parle beaucoup de ça, que les gens arrivent toujours à leur niveau d'incompétence, que les entreprises sont pleines de gens qui arrivent à leur niveau d'incompétence. Je sais pas, ça te fait réagir? Oui, alors en fait, si tu veux, il y a 4 niveaux. Au début, tu sais pas que tu sais pas, et après tu commences à savoir que tu sais pas, et après tu sais que tu sais, et finalement tu sais plus que tu sais. Donc ça, c'est le niveau où tu as déjà tellement automatisé une compétence donnée que ça, c'est le bon niveau pour que tu passes à l'étape d'après. Alors, je peux encore une fois décider de ne pas être challengé au travail. Ça veut dire, je vais tous les matins faire ce que je sais faire, et je rentre et je me challenge ailleurs. Ça, c'est un droit. On ne juge pas cette partie-là. On ne juge pas cette partie-là, et c'est mon droit tant que je suis honnête sur mon cahier de charge. Tu peux ne pas avoir d'ambition professionnelle.
Voilà, ou c'est ma façon d'être ambitieux professionnel, c'est-à-dire que voilà, c'est pour moi, voilà. Donc ne pas grandir au travail en quelque sorte. Mais de temps en temps, au moins il faut que je sache qu'il y a une marge sur laquelle je peux grandir. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu te challenges dans n'importe quoi dans la vie? C'est une question que tu poses? Oui. Ça dépend en fait des personnes, si tu as un esprit compétitif ou pas. C'est-à-dire que... Non, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que c'est pas pour gagner ou pour dominer ou pour... parce que quand tu dis esprit compétitif, c'est-à-dire tu insinues que c'est pour aller plus loin que les autres. Non. C'est-à-dire que si moi, quand je décide de me dire je vais me lancer dans cette nouvelle compétence, où je vais aller chercher dans ce domaine de compétences que j'ai, en fait, là, j'ai une grande probabilité de faire des erreurs. Parce que, tu vois, je ne maîtrise pas. Donc, je suis en perte de contrôle, je suis dans l'incertitude, donc je vais faire des choses ambiguës, je vais faire des choses débiles, je vais me ridiculiser peut-être. Et si je ne suis pas dans un environnement qui est tolérant à tout ça, je ne vais pas le faire. Donc, OK, on veut que les collaborateurs sortent de leur zone de confort. On veut que les collaborateurs prennent des initiatives, on veut que les collaborateurs soient créatifs, on veut que les collaborateurs grandissent dans leurs compétences, mais ça vient avec le coût de faire des erreurs. Et donc la tolérance à l'erreur, il faut que ce soit vrai et authentique. C'est-à-dire que de temps en temps, tu peux, et c'est permis, et on tolère le fait que tu te mettes en vulnérabilité, parce qu'à chaque fois que tu ouvres ta carapace de statu quo, de confort pour que tu ailles ailleurs, en fait, tu vas faire des choses on ne sait pas où ça va. Donc il y a cette... c'est une tension entre le contrôle et la perte de contrôle. Le contrôle et la perte de contrôle, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que le cerveau apprend. Et à un moment où on saute dans le vide, tu vois, et ce petit saut dans le vide, et après tu récupères. Mais si je sens que je vais être jugée, je vais stagner dans mon incompétence. Dans ce que tu appelles incompétence, je veux dire sur la stagnation de la compétence. Parce que du coup, c'est aussi, encore une fois, un accompagnement de l'environnement de travail qui fait que cette croissance, avec les risques du ridicule, le risque de l'erreur, de l'incompétence, est permise. Permettre l'échec, en fait. Mais... L'échec, l'erreur, le ridicule, l'ambigu, parce que ça peut être aussi très chouette. On peut le célébrer aussi. On peut le célébrer, l'encourager peut-être au tout début pour montrer qu'on a une culture qui est tolérante à ça, mais on peut aussi passer même à côté de toute l'idée de la célébration, parce qu'on est tellement dans une culture qui est authentiquement pas centrée sur le jugement de la personne. Je ne te juge pas toi. Donc quand je te célèbre, ça veut dire encore une fois, je te renvoie, ça veut dire qu'en fait, je m'intéresse à tes idées, et je m'intéresse au processus de travail que tu suggères, je m'intéresse à la nouveauté que tu suggères, à l'initiative que tu prends, et toi tu es à l'abri. Toi, qui suis-je pour te juger de toute façon? Toi, en tant que personne, toi tu m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas, et donc on est là, j'entends ton initiative, et je me dis, ah tiens, intéressant, ou non, franchement, c'est nul. Mais je peux dire ça, parce qu'on est dans une culture dans laquelle on ne se juge pas. C'est pas toi qui es nul, c'est ton idée, ou c'est pas le moment. Et du coup, en fait, c'est pas que je dis qu'il faut faire ça, c'est que je dis quand on observe les équipes dans lesquelles il y a cette confiance, on voit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas la politesse et la bienveillance, parce qu'en fait, on n'a pas besoin, et on est dans la confiance. Je suis tellement dans la confiance que je peux suggérer une idée que tout le monde regarde et dit mais n'importe quoi, et je passe à autre chose et je suggère une autre. Parce qu'on peut être vulnérable et on peut être ridicule et on peut être atypique. Cette idée, c'est pas juste je recrute des profils atypiques, mais c'est que c'est un environnement dans lequel mais tous, on est atypiques à un moment donné. Des fois, tu es typique, des fois, tu es atypique. Ça dépend aussi. Hein. C'est ce qu'on passe par ces moments. Des fois, j'ai juste envie de suivre le troupeau, qui est tout à fait OK. Et des fois, j'ai envie de dire, et si on faisait autrement? Et l'environnement est tolérant à ça. Tu parlais tout à l'heure d'incertitude. On rentre dans une période de profonde incertitude. Comment on fait pour... en tant que boîte, en tant que salarié, mais aussi en tant qu'humain en réalité, pour gérer toute cette incertitude. Tu vois, toutes ces crises qui arrivent, on parle de période VUCA et compagnie.
Alors, je ne sais pas si on rentre dans une période, c'est-à-dire, je ne sais pas si à un moment donné, le monde a été certain et clair et contrôlable. Peut-être qu'on avait l'illusion de certitude et qu'on contrôlait, parce qu'il y avait une certaine stabilité économique, mais en tout cas, on s'est rendu compte que non. On peut dire qu'on rentre dans une période où on arrête de percevoir le monde comme étant, comme étant maîtrisable par l'humain, parce qu'on se rend compte que ça peut être chamboulé, mais c'est pas la première crise qu'on passe. Et voilà. Donc du coup, alors, il y a deux façons de gérer cette incertitude. C'est pas nouveau, hein. C'est-à-dire, les philosophes, ils se sont posé la question depuis toujours, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une part où on peut l'assumer, cette incertitude, voire la tolérer. C'est un peu comme les jeux de l'enfant, les jeux des enfants. Les enfants, ils se mettent en situation d'incertitude. Qu'est-ce qui fait mourir de rire un bébé? C'est quand tu caches et tu ne sais pas si tu vas être en colère ou tu vas être triste. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le cerveau humain? Là, il est en train de s'entraîner à l'incertitude. Il est en train de muscler sa capacité de trouver que l'incertitude fait partie du monde. Et donc, ça, c'est justement... peut-être qu'on n'a pas assez joué enfant, parce que cette capacité, elle n'est pas assez musclée. Et donc, la muscler, ça veut dire, les stoïciens, par exemple, peuvent avoir des exercices dans lesquels tu te places dans des scénarios d'incertitude, dans les scénarios de perte de contrôle. C'est-à-dire que ce qui est beaucoup de personnes dans les entreprises font, c'est-à-dire ils disent quels sont les scénarios possibles, les pires scénarios possibles. Et ce n'est pas du pessimisme, c'est un entraînement. C'est un entraînement à comment on réagirait s'il se passe ci, s'il se passe ça, s'il se passe ça. Donc, bien sûr, ça c'est quelque chose qui peut nous aider à assumer l'incertitude, mais aussi, ça passe par une forme de transparence que nous pouvons avoir avec nos collaborateurs. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer avec notre incapacité à donner des réponses, à faire semblant d'avoir les réponses. Et cette idée qui est que si vous dites aux gens que ça ne va pas, les gens vont s'affoler. Donc ça, c'est qui n'est pas du tout... On n'est pas aussi irrationnel collectivement. En fait, collectivement, les gens sont beaucoup plus intéressants qu'individuellement. Donc ça, c'est toutes les études de cognition sociale ont montré que si tu mets les gens ensemble, ils arrivent à trouver des solutions parce qu'il y a une disposition mentale qui devient beaucoup plus disponible et beaucoup plus stimulée quand on est en groupe. Et donc, encore une fois, face à l'incertitude, penser que l'expertise peut résoudre le problème, c'est une illusion. Penser qu'on pourrait avoir toutes les réponses, c'est une autre illusion. Mais encore, placer tout le monde à table et dire, comme on ne sait pas ce qu'on cherche en fait, c'est incertain, c'est volatile, c'est limite chaotique, alors plaçons tout le monde à table et écoutons les perspectives des uns et des autres. Et ce que tu dis, ça fait appel à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, mais tu vas me dire ce que tu en penses, ça invite à avoir des profils atypiques dans les entreprises. Ce n'est pas une question de genre, de couleur, de machin, mais c'est plus de se dire, en fait, on a besoin de profils atypiques tout simplement parce que si on met les mêmes personnes autour de la table, en fait, ils ne vont jamais réussir à trouver des réponses qui sont intéressantes. En tout cas, ils auraient beaucoup moins de chance parce qu'ils sont tous placés au même coin de la pièce. Et donc, ils voient le monde de la même manière, ce qui peut être une manière intéressante, mais pas suffisante. Et plus le monde se complexifie et plus on a besoin d'être plusieurs placés à des endroits différents de la pièce. Donc, il y a les profils atypiques. Et encore une fois, je me demande ce que c'est vraiment cette idée de profil atypique, mais c'est le parcours académique, le parcours de vie, tout ça. Mais on a tous des trajectoires qui sont singulières. L'idée, c'est qu'ils permettent que ces profils atypiques s'expriment. C'est pas juste de les avoir à table, c'est que ces profils se sentent légitimes d'exprimer leur... c'est-à-dire que c'est aussi la prise de parole qui est permise. J'entends toujours quand on parle de parité de genre qu'il faut avoir les femmes à table, il faut que les femmes aient confiance en elles et qu'elles... donc il faut arrêter aussi de dire aux femmes faites, sortez, dites... il faut aussi que l'environnement permette c'est-à-dire que quand une femme s'exprime, c'est pas à elle de crier pour qu'on l'écoute, il faut aux autres qu'ils écoutent quand elles prennent la parole. C'est la même façon, si les profils atypiques sont là, sont les bienvenus, on fait des quotas, mais aussi, est-ce que la parole de tout le monde est écoutée
Et ça, par exemple, il y a beaucoup d'études qui vont montrer que ton apparence physique va faire que je t'écoute d'une manière beaucoup plus attentionnée. Si les personnes de grande taille ont plus de chances d'être écoutées. Donc tout ça, une fois qu'on a compris que c'est pas juste qui est à table, qui est présent à table, c'est comment on s'écoute les uns des autres. Et peut-être du coup, la conviction profonde que nous pouvons avoir que chaque personne qui n'a pas eu la même vie que toi a quelque chose à t'apprendre. C'est ça vraiment, cette conviction profonde. Je ne vais pas dire d'humilité, mais je vais dire de réalisme. J'aime bien, c'est en fait que je suis pas assez intéressant que je le crois. Je suis pas aussi intéressante que je le crois. Et mon parcours n'est pas aussi complexe et ne me donne pas du tout les clés, même si je sors de la meilleure des universités. Et c'est cette posture. Alors, l'humilité, je me méfie de cette idée parce que c'est genre, je sais que c'est très fort, mais je me mets à la... Non, en fait, non. Il faut vraiment que je me dise, ça suffit pas. Ça suffit pas. On n'est pas dans des équations de A plus B. Donc, le monde est trop incertain. Et donc, j'ai ma perspective. Et je ne sais pas quelle est la tienne. Et donc, je vais sincèrement m'intéresser à te poser la question. Et la tienne, et la tienne, et la tienne, et la tienne. Et donc, voilà. Donc, je pense que devant l'incertitude, on n'a qu'une seule issue, c'est le collectif. C'est pas parce que c'est gentil, et c'est joli, et c'est romantique. Et ça fait bien sur le truc annuel, comment on appelle ça, le rapport annuel. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Non, mais regardez, on a bien fait la parité, on a bien fait machin, on a bien fait truc. Oui, mais c'est pas une question d'indicateur. Voilà, en fait. C'est pas question. Alors, par contre, la discrimination positive, on est obligé de passer par là, indispensable. Mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment que ça se réalise, qu'il y ait vraiment une posture d'écoute sincère et égalitaire. Et c'est pas juste qu'on t'invite à table, quoi. Non, mais en fait, voilà, quand tu parles, je t'écoute avec la même estime et la même considération que si j'écouterais la personne à qui on attribuerait d'une manière commune l'intelligence. On m'avait fait cette remarque sur le racisme, donc c'était pas le même sujet, quoique. On me disait, c'est pas la même chose d'inviter un noir à une soirée et de danser avec lui. Tu vois, c'est vraiment les deux choses, et en fait, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Parce qu'inviter un noir à une soirée, bon, tu vois, voilà. C'est un peu ce que tu décris, tu l'invites à la table. Mais danser avec lui, bah, c'est une toute autre histoire. Oui, et d'ailleurs, ça devient même dangereux d'inviter à la soirée, parce qu'on se dit, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Exactement. Et du coup, c'est en ça que les quotas qui ne sont pas suivis de vraies mesures dans le quotidien du travail dans lequel la décision elle est partagée d'une manière égale, la parole est partagée d'une manière égale, et que tu saches que tu as la parole, ça ne veut pas dire que tu vas parler autant que moi, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je me pose la question, il ne faut pas que je me pose la question de si je m'exprime, est-ce que je vais être jugée. Ça vraiment l'environnement qui est sain. Et du moment où je me dis, si je dis quelque chose et que tu vas trouver ça ridicule, c'est le micro-traumatisme qui devient à force un burn-out. C'est ça. Si tu avais je ne sais pas si tu as des conseils à donner, mais à des leaders de boîte, tu leur dirais quoi? Déjà qu'il faut qu'on... J'aime pas dire il faut, mais peut-être vraiment réaliser que l'individu tout seul ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que le rôle de leader, déjà, c'est quelque chose qui peut basculer. C'est bien aussi d'être mené des fois, c'est relaxant, et des fois d'être soi-même en position de leadership. Mais de croire qu'une personne, elle a ça d'une manière innée, donc déjà c'est un mythe, mais en plus qu'elle a les réponses à tout, c'est aussi dangereux. D'ailleurs, c'est lourd de penser que les autres attendent que j'ai toutes les réponses, c'est vraiment très lourd. Et donc en fait, vraiment qu'on commence à passer à une autre forme de la considération de ce qui est l'intelligence, de ce qui est l'expertise, que c'est une chose qu'on amène, une façon d'amener, sur lesquelles on s'est entraîné, et les autres, ils se sont entraînés dans leur vie, dans leur trajectoire sur autre chose. Et plus on est nombreux à réfléchir, plus la complexité, elle est à table, elle est présente. Et donc, si on est manager et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène, pourquoi pas, mais il ne faut pas que la personne prenne trop au sérieux son rôle de manager. C'est-à-dire qu'en fait, réellement se dire, j'ai beaucoup de choses à apprendre de tout le monde, et que je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai même pas toutes les questions.
Tu vois, voilà, c'est juste pas possible pour un cerveau humain d'appréhender la complexité des situations dans lesquelles les entreprises aujourd'hui sont. D'ailleurs, tu parles des questions, de ne pas avoir toutes les questions. J'avais lu cette citation dont je ne me souviens plus, mais précisément, mais qui disait que la problématique, c'était pas tant de trouver les bonnes réponses, mais de trouver les bonnes questions. Tu la connais mieux que moi, mais dis-moi. Oui, donc c'est ça la problématique, mais aussi peut-être que des fois, je peux poser la question à mes collaborateurs. À votre avis, c'est quoi la bonne question? Ouais. C'est ça aussi, peut-être que eux, ils et elles sauraient mieux. Parfait. Merci beaucoup, Sama. Merci à toi.